Merci bien, merci Lucas. Bien, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce 4e webinaire consacré donc à la prévention du risque chimique, qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur, puisque bon, je considère que ça fait partie actuellement des grands enjeux de prévention qu'il ne faut pas rater dans les entreprises maritimes. Laissez-moi juste un instant pour partager mon écran de façon à afficher la fenêtre de mon diaporama. Voilà. Alors, je n'ai pas de retour. Moi, je ne vois que mon diaporama. J'espère qu'il s'est bien affiché et que vous l'avez tous bien à l'écran. Donc, il est question de gestion du risque chimique dans les entreprises maritimes aujourd'hui, qui représente une priorité de prévention, à notre avis, qu'il ne faut pas, louper. C'est une présentation, donc, comme l'a dit Lucas, qui durera environ 45 minutes et c'est pas très intéressant, j'ai mis mon chronomètre pour essayer de tenir mon temps, mais finalement ça fait du bruit, ça me gêne, et qui donc sera en 4 parties. D'abord, un retour sur l'étude qu'on a pu mener en 2018 concernant ce risque-là, notamment dans le secteur des pêches et dans le secteur également des cultures marines, et ce qui en a découlé depuis lors en termes de prévention au niveau de l'IMP, avec l'idée que ça puisse vous inspirer également dans le cadre de vos entreprises, dans le cadre de votre travail, pour conduire des actions de prévention également dans ce domaine-là. Donc l'histoire de l'IMP avec le risque chimique, histoire plus intime de l'IMP avec le risque chimique, débute au milieu des années 2010, il y a ça 7-8 ans, et on est alerté au sujet de ce risque par une série d'accidents assez graves qui nous révèlent l'existence de cette problématique dans le milieu maritime. Donc on a notamment l'explosion d'un pulvérisateur pendant l'application d'eau de javel dans un port, avec des conséquences dramatiques pour le marin. Également un cas de brûlure grave qui nous est rapporté d'une main pendant l'application d'un désoxydant qui contient un acide particulier sur lequel je reviendrai. Un début d'intoxication gazeuse également au chlore suite à un mélange acide-base dans un pulvérisateur sur un navire sur lequel j'avais embarqué relativement peu de temps avant, et qui révélait là aussi un manque de maîtrise de cette problématique. On ne peut pas dire à l'époque, on ne peut toujours d'ailleurs pas dire si ces événements représentent une priorité statistique, mais au milieu des années 2010, ils sont suffisamment fréquents, suffisamment graves pour qu'ils justifient une étude ciblée de notre part, qui est une étude donc qu'on va mener dans le domaine de la pêche et des cultures marines, et qui comportait à l'époque 3 volets. Un sur lequel j'insisterai pas, qui était un retour sur la réglementation applicable, et 2 autres qui me paraissent plus intéressants sur l'utilisation des produits chimiques et l'exposition au risque des marins dans le cadre de ces travaux-là, et un autre aussi qui s'est avéré extrêmement intéressant sur les conditions de la distribution des produits chimiques, notamment dans le secteur de la pêche. Donc le volet utilisation-exposition au risque avait 2 principaux objectifs. D'abord assez modeste finalement, qui était d'abord vraiment s'intéresser aux produits qui sont employés par les marins, principalement à la pêche, je le rappelle. Quels sont ces produits, pour quels travaux ils sont utilisés et dans quelles conditions ils sont utilisés. Et derrière, l'idée de conduire un travail d'évaluation des risques liés à l'utilisation de ces produits, en mettant en regard pour les travaux avec ces produits chimiques, ce que l'on met en regard dans tout travail d'évaluation des risques, à savoir d'un côté un niveau de risque potentiel et de l'autre, qu'est-ce qui permet ou non de maîtriser ce risque dans l'entreprise. Pour chaque travail avec un produit chimique qu'on a pu observer
ou que l'on a pu discuter à l'époque, on synthétise les informations qu'on collecte dans un petit outil qu'on appelait une fiche exposition, qui avait l'intérêt de pouvoir être enregistrée dans un tableur et de permettre derrière un traitement statistique. Au total, sur cette étude, on récupère un échantillon de 68 fiches exposition. Ça n'est pas un gros échantillon, mais suffisamment intéressant néanmoins pour faire quelque chose, faire un traitement qui donnait des informations pertinentes et représentatives. Donc 68 fiches exposition recueillies à bord de 35 navires de pêche ou entreprises conchylicoles et qui concernaient 38 produits chimiques commercialisés et utilisés sur des navires, par plus de 20 marques distinctes. Voilà, donc un échantillon intéressant. On traite, dans le cadre de l'évaluation du niveau de risque potentiel, deux dimensions qu'on traite systématiquement dans ce cadre-là, à savoir l'évaluation d'un niveau de danger et la fréquence d'utilisation à bord. Concernant le niveau de danger, on le classe, si vous voulez, sur une échelle de 4 niveaux, en estimant si le produit chimique utilisé peut conduire à un accident sans arrêt ou une pathologie sans arrêt, avec éventuellement invalidité, ou même conduire au décès de l'utilisateur. Globalement, quand même, on s'aperçoit à l'époque, là vous avez les 68 fiches exposition, que dans 82% des cas, 56 des 68 situations de travail analysées, on est sur des utilisations de produits qui sont potentiellement invalidants, voire potentiellement mortels. Alors, dans le risque mortel, néanmoins, on avait des choses un peu différentes, et notamment des produits qui sont classés, si vous voulez, mortels par ingestion, c'est-à-dire si on les avale, si on les boit, ce qui est quand même un niveau de danger qu'on a estimé un peu moins élevé qu'un autre produit qui va être classé mortel par contact cutané, par exemple, ou mortel par inhalation. D'accord ? Mais néanmoins, ils sont rentrés dans cette catégorie. Dans ces produits-là extrêmement dangereux, invalidants, voire mortels, cette étude révèle l'utilisation massive d'acides pour désoxyder les navires, d'accord ? C'est-à-dire, grosso modo, quand vous faites un nettoyage complet du bateau, à la fin d'une marée, par exemple, éliminer les coulures de rouille, éliminer la rouille là, qui souille un peu la peinture sur tout le bateau. Donc, utilisation massive d'acide, on n'avait probablement pas mesuré à quel point c'était massif, effectivement. Et ça révèle, dans cette catégorie-là de produits, et j'insiste un peu sur ça, également, parmi ces acides, qui peuvent avoir finalement des formulations très différentes, parce que l'appellation acide, c'est une appellation générique que vous allez entendre dans le secteur de la pêche ou des cultures marines, mais qui couvre finalement de multiples produits différents. Vous allez avoir des acides chlorhydriques, des acides sulfuriques, nitriques, phosphoriques, mélangés éventuellement les uns avec les autres. Et parmi ces acides, ce que ça nous a révélé et qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est qu'il y a également utilisé certains produits qui comprennent un acide particulier qui est l'acide fluorhydrique. D'accord ? Acide fluorhydrique qui a l'inconvénient majeur, en plus d'être corrosif, comme tous les acides, d'être également classé toxique. Et quand je dis toxique, c'est que là, pour le coup, c'est un acide qui peut effectivement conduire au décès de l'utilisateur si jamais il est utilisé trop mal, trop souvent. Vous allez trouver de l'acide fluorhydrique dans plusieurs produits, alors que peut-être certains d'entre vous connaissent, notamment l'oxine. Donc qui comprend une proportion de l'ordre de 2,5 à 10% d'acide fluorhydrique, et il est classé, vous voyez, mortel, par contact cutané. Pareil pour le Destrurouille, une autre référence commerciale, qui lui comprend de l'acide fluorhydrique dans une proportion qui est en tout cas supérieure à 10%, c'est pas trop pour le reste, et il est également, lui, classé mortel par contact cutané.
D'accord. Et autre référence qu'on a pu trouver sur le littoral, utilisée à bord des navires, hein, de façon assez fréquente, vraiment, selon les endroits, mais assez fréquente. Vous allez aussi trouver une troisième référence commerciale qui est le Netalu, et qui lui comprend une proportion d'acide fluorhydrique, vous voyez, qui est comprise entre 35 et 55%, et lui, il est également classé mortel par contact cutané, mais de plus mortel par inhalation, compte tenu de la concentration plus grande en acide fluorhydrique dans sa composition. Donc voilà, donc une vraie problématique liée à l'acide qui émerge de cette étude, et plus tard qu'on pourra affiner et qui nous permettra de constater qu'il y a beaucoup d'utilisation de produits avec de l'acide fluorhydrique, ce qui pose un vrai gros problème potentiel de santé. Donc il est évident que par rapport à ce produit-là, il n'y a pas de discussion possible, hein. On est sur l'utilisation d'un produit à bord des navires, et en tout cas pour éliminer les couleurs de rouille, qui est une utilisation totalement disproportionnée, hein. Ça n'a aucun intérêt d'utiliser ce type d'acide pour éliminer les couleurs de rouille, même si il est très efficace, hein. On ne peut pas dire le contraire, mais malheureusement c'est totalement disproportionné. Et donc, dans ces cas-là, il est extrêmement important de recommander la substitution par un acide moins dangereux, aller vers un acide phosphorique, par exemple, ou même chlorhydrique, hein. C'est des acides qui sont certes toujours corrosifs, mais en tout cas pas toxiques. Les éléments que je vous donne là sont issus d'une étude qui date un peu, hein. Je vous dis une étude de 2018, vous pourriez me dire, bon, peut-être que finalement ce problème déjà s'est atténué et passé, et en fait on en a eu une illustration récente, de nouveau eu une illustration très récente, là, en septembre dernier, l'IMP contacté par un armement à la pêche, un joli armement à la pêche, pour participer à son séminaire annuel sur les questions de vie de l'armement, hein, et dans lequel sont abordés éventuellement des points de sécurité. Et là, on est contacté pour effectivement faire une présentation sur le risque chimique et rappeler aux patrons, hein, quand même, quels sont leurs devoirs en matière de prévention du risque chimique. Alors bon, c'est assez intéressant comme demande, hein, de la part de cet armement. D'abord, intéressant qu'il y ait ces séminaires, intéressant que des sujets de sécurité y soient effectivement traités. Mais bon, pour anticiper un peu ce qu'on va y dire, on appelle, hein, et voilà, pour savoir d'où émergeait finalement cette demande. Et il se trouve que cette demande émergeait tout simplement d'un accident très récent qu'il y avait eu sur un bateau de l'armement avec un marin, alors qui manifestement n'avait pas respecté les mesures qui avaient été recommandées par le patron du bateau, et s'était brûlé très gravement les mains avec le produit qu'il avait pulvérisé ou appliqué d'une manière ou d'une autre. Et je vous le donne en mille, ce produit, c'était du Netalu, donc avec une très forte proportion d'acide fluorhydrique. Et du coup, les blessures étaient vraiment très graves. Donc derrière, c'est mon collègue Sébastien que vous avez vu dans un webinaire précédent qui a été participé à ce séminaire de l'entreprise, et il est évident que, compte tenu des informations qu'il y a apportées et de l'insistance qu'il a mis quand même sur la gravité qui peut être associée à l'utilisation de ce produit, et l'armement, hein, globalement, est arrivé à la conclusion qu'ils allaient arrêter l'utilisation de ce produit-là, ce qui, à mon avis, est la meilleure option qu'on puisse prendre. Donc voilà, pour une illustration concrète des produits qu'on peut avoir à bord et du niveau de danger qu'ils peuvent représenter. Ce n'est pas systématique, évidemment, mais on peut en arriver là quand même. En face du niveau de risque potentiel, on a mesuré, dans le cadre de cette étude, un niveau de maîtrise de risque, hein, qui prenait en considération 3 paramètres: la conformité des conditions d'utilisation au mode d'emploi du produit, les mesures de protection qui étaient appliquées par les marins, et le niveau de formation d'information du marin vis-à-vis du produit chimique qu'il utilise. Et cette partie-là nous a donné des résultats qui ne nous ont pas surpris, hein, mais qui étaient sans appel, à savoir que globalement, on avait une maîtrise du risque
qui était totalement insuffisante, 84% des cas avec un niveau insuffisant, voire même faible. Et parmi les facteurs qui expliquaient ce niveau de maîtrise du risque très insuffisant, celui qui était le plus insuffisant, c'était le niveau d'information et de formation trop faible des marins, des utilisateurs, puisque dans 98% des cas, on avait un niveau d'information qui était soit insuffisant, soit même faible. Donc ça nous a amené à une conclusion qui était assez évidente derrière cette étude, qui était que pour la prévention du risque chimique, l'un des paramètres qui faisait le plus défaut, c'était manifestement le paramètre information-formation de l'utilisateur. Et c'était assez cohérent ce résultat avec ce qu'on avait pu voir à la suite des accidents dont je vous ai parlé tout au début, et qui révélaient véritablement une méconnaissance, soit des armements par rapport à leurs obligations en matière de prévention du risque chimique. On avait, suite à l'accident là où la personne avait été victime de l'explosion d'un pulvérisateur, on avait un armateur qui était en même temps la victime, qui disait, mais bon, moi, jusqu'à l'accident, j'avais jamais entendu parler d'une fiche de données de sécurité, ce qui est quand même un élément central en matière de prévention du risque chimique. Et puis également, témoignage des marins qui avaient fait ce mélange acide-base, là, dans acide eau de javel, dans dans la cale d'un navire, donc vous voyez, dans un espace confiné en plus, et ce marin qui avait fait le mélange, qui était un marin expérimenté, un maître d'équipage, qui disait, mais moi, jusqu'à l'accident, personne ne m'avait jamais dit, je ne savais pas qu'il ne fallait pas mélanger un acide avec de l'eau de javel. Donc voilà, un témoignage de niveau d'information, de formation insuffisant par rapport à ce risque-là. Alors même qu'on utilise des produits dangereux. En parallèle avec le volet analyse des situations de travail, évaluation du risque chimique, on a donc fait un travail sur la distribution, et donc on s'est intéressé aux coopératives maritimes pour voir un peu quels produits chimiques elles distribuaient, les modalités de cette distribution. On a été voir 2 magasins, ça ne couvrait pas l'ensemble du territoire, c'était vraiment un titre d'exemple, voilà. Et bon, par exemple, dans le premier magasin, étudié, donc il y a eu en gros 22 produits chimiques en libre service. Alors je passe les peintures, les choses comme ça augmenterait trop le nombre, mais et bon, voilà, le 5e le plus vendu était classé mortel par contact cutané, c'était de l'oxine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais malgré ce niveau de danger, on est sur des produits chimiques qui sont en libre service. À l'époque, en tout cas, c'est moins grave, c'est heureusement plus vrai maintenant, mais il n'y avait pas de fourniture systématique des fiches de données de sécurité et peu ou pas de formation spécifique des vendeurs à propos des produits chimiques qu'ils distribuaient. À quoi ils étaient censés servir, quel était le mode d'emploi qu'il fallait respecter, quelles mesures de sécurité fallait-il appliquer. Finalement, les vendeurs de cette coopérative ne le savaient pas forcément. Et puis dans le deuxième magasin, là, bon, un peu moins de produits chimiques. Le plus vendu est un corrosif. Là encore, des produits chimiques en libre service, pas de FDS, mais il y avait eu une légère évolution à ce sujet. On avait quand même un classeur mis à la disposition des clients. Et puis là encore, pas de formation spécifique des vendeurs. Donc, première conclusion, on est clairement sur l'idée qu'on a une priorité qui est améliorer la prévention des risques associés aux substances et préparations dangereuses étiquetables que les marins pêcheurs utilisent, marins pêcheurs et exploitants conchilicoles. Et dans cette priorité-là, on en a une deuxième, c'est il faut absolument qu'on améliore la formation des marins pêcheurs et des exploitants conchilicoles. Découle de cette étude 3 modalités d'action de prévention qui ont commencé en 2019 et qui finalement durent jusqu'à maintenant. D'abord une campagne de prévention, ensuite la mise au point, enfin l'offre d'une sensibilisation, l'organisation d'une sensibilisation des armateurs et des patrons de pêche et exploitants conchilicoles au risque chimique, et également l'offre
d'une sensibilisation des directeurs et vendeurs des coopératives maritimes au risque chimique. Donc, voilà. La fameuse campagne de prévention, commence en 2019. C'est une campagne de prévention que je qualifie de discrète, hein, comparée aux grandes campagnes de prévention qui ont été conduites par l'IMP, notamment à propos de la chute à la mer, hein, dans le même pas de temps. À propos de la chute à la mer, ou peut-être avez-vous entendu parler aussi de Tous acteurs, tous gagnants, ou de Stop aux blessures aux mains. Vous voyez, des grandes actions de prévention, campagnes de prévention avec distribution d'énormément de matériel auprès de plusieurs relais sur le littoral, etc., etc. Donc on est resté plus discret à ce sujet-là, mais finalement, tous les outils existent encore. Et donc un dossier sur le site internet de l'IMP, hein, consacré à la problématique, qui reprend les conclusions de l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, et propose un certain nombre de matériels pédagogiques pour sensibiliser, former les gens, et notamment des ressources documentaires là, que vous trouverez sur le site internet, que vous pouvez aussi obtenir éventuellement auprès de notre documentaliste Valérie Collet. Dans ces ressources documentaires, il y a 2 brochures, une à destination des armateurs, une autre à destination des marins. Donc elles sont faites sur un format passeport, d'accord, un format A6 là. L'idée était de pouvoir avoir ces brochures dans la poche, si vous voulez, hein, pour pouvoir finalement, pour que ça reste un peu comme une liste de notes rapidement accessible là en cas de besoin. Donc au départ, ça ciblait plutôt armateurs et marins à la pêche et dans les cultures marines, mais finalement, on est sur un produit là, qui a fait son chemin dans le domaine du commerce également, hein, qui a trouvé son public, si j'ose dire. Commerce où il s'avère que le risque chimique existe également. Hein, on en a eu l'exemple encore concret relativement récemment sur un navire de transport à passagers où il y a eu un accident consécutif au mélange dans un pulvérisateur d'un acide et d'une base, hein, a priori là, dans ce cas-là un mélange involontaire, mais bon, toujours est-il que ça a créé un accident, là encore, a priori sans conséquences graves, mais enfin néanmoins une alerte importante pour l'armement. Alors pourquoi 9 obligations pour l'armateur, 9 recommandations pour les marins? Il se trouve que pour que ce soit portable, ces brochures, on a choisi de faire des choses assez fines, donc 12 pages, et quand vous avez une brochure en 12 pages, il vous reste 9 pages livres pour des obligations ou des recommandations. Donc, voilà, ça a été surtout ce choix de 9 obligations, 9 recommandations a été décidé par l'espace qu'on a sur une brochure en 12 pages. La brochure armateur, donc vous voyez, c'est essentiellement 9 obligations hein, pour prévenir le risque chimique à bord des navires. Donc, elle a vraiment pour objectif de rappeler à l'armateur ses obligations réglementaires, d'accord, qui découlent du Code du travail. Hein, voilà. Donc, volontairement, c'est une brochure qui a été faite sur un mode un peu austère. Alors, je ne pouvais pas en afficher un exemple concret à l'écran, donc j'ai repris un peu la façon dont c'est fait. Donc, vous voyez, avec un titre, première obligation, évaluer le risque. On rappelle l'article du Code du travail qui, donne cette obligation-là, écrit cette obligation, et on va ensuite donner un certain nombre d'explications en bas de page pour préciser les choses. Donc, évaluer le risque, par exemple, parmi les obligations, donner accès aux fiches de données de sécurité, vous voyez, la 7e des 9 obligations, rappel du Code du travail, et puis derrière, quelques explications complémentaires. Pour la brochure marin, tiens, il y a une coquille. Ah non. Non, pour la brochure marin, si, il y a une vraie coquille, pardon. Donc là, pour le coup, on était plutôt sur des recommandations, donc essayer de rappeler ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques. Hein. Alors,
Là, pour le coup, j'ai les illustrations de la façon dont la brochure est faite. On retrouve un peu le même type de pagination, hein, avec la troisième, respecter la dilution préconisée. Voilà, avec même des exemples de comment on fait une dilution, parce que c'est pas si évident que ça. Quand on vous dit sur une fiche de données de sécurité ou une fiche technique, tu peux diluer à 25%, finalement, de se rendre compte de ce que ça veut dire diluer à 25%, pas toujours évident. Voilà. Donc, on a même des petits exemples comme ça qui est vraiment avait la vocation, essayait de rendre les choses le plus pratiques possible. Ne pas mélanger acide et eau de javel, hein, ça provoque le dégagement de chlore, qui est un gaz mortel. Là encore, ne pas penser qu'un certain nombre de choses sont des évidences. C'est pas vrai. Il y a des gens pour lesquels ça n'en est pas, et donc ça mérite pour ces gens-là qu'un certain nombre de choses soient bien rappelées. Donc voilà, 2 brochures. Hein, et puis, on avait fait un zoom à l'époque sur la problématique de l'acide. Vous avez bien compris qu'on y était quand même très sensible, notamment à travers la problématique de l'acide fluorhydrique, donc qui était basée sur une affiche. Alors, bon, l'acide, c'est dangereux. D'accord? Même s'il n'y a pas d'acide fluorhydrique, l'acide, c'est dangereux. Donc, on voulait vraiment insister sur ce point-là. Et on avait associé à cette affiche un genre de fiche récapitulative, d'un certain nombre là aussi de recommandations. Alors, ne jamais faire un certain nombre de choses, toujours faire un certain nombre d'autres. Vous voyez, là, on a présenté ça un peu différemment. Et vous voyez, parmi les premières recommandations, ne jamais utiliser d'acide fluorhydrique. La boucle est bouclée. Donc voilà pour la campagne de prévention que l'on mène toujours finalement hein, sur la question de la prévention du risque chimique et les différentes ressources, les différents outils qu'on a mis au point pour essayer de soutenir cette campagne et aider les armements. Parallèlement, on a proposé des sessions d'informateurs à destination des armateurs et des patrons, là encore depuis 2019. Et ce qui est important dans ces sessions, c'est de bien avoir à l'esprit que ça s'adresse aux employeurs, pas aux utilisateurs. L'objectif vraiment de ces sessions, c'était de rappeler aux armateurs leurs obligations en matière de prévention du risque chimique. Voilà. Alors, ce sont des séances de 3 heures hein, qui sont basées sur les produits chimiques utilisés à bord des navires concernés et voilà, qui vraiment font zoom sur les questions d'obligations réglementaires des employeurs. C'est une modalité de prévention qui a surtout fonctionné en Normandie, hein, grâce à un partenariat entre l'IMP et le comité régional des pêches dans cette région-là, et l'animation, l'énergie de mon collègue Bertrand Cousin, qui, vous voyez, depuis 2019 jusqu'à 2023, a poussé, tiré dans tous les sens pour que ces sessions d'information puissent avoir lieu et puissent regrouper un certain nombre d'armateurs de chacun des ports que vous avez à l'écran là. Et, donc voilà, c'était une façon de saluer aussi l'action de Bertrand à ce sujet-là. Donc, plutôt une proposition qui a fonctionné en Normandie, pas ailleurs, probablement justement du fait de l'absence de ce partenariat et du fait de l'animation d'une personne en local pour recruter et promouvoir, si vous voulez, l'action. Troisième type d'action de prévention qu'on a conduit, c'est un travail que l'on fait depuis 2019 également auprès des coopératives maritimes. Ce travail, vous en comprenez là l'origine, hein, c'était ce qu'on avait fait dans le cadre de l'étude IMP sur les modalités de la distribution des produits chimiques qui avait donné des résultats qui nous interpellaient. Mais c'est également des résultats qui ont été corroborés par des actions qui ont été menées par la Directe à l'époque, DRETS maintenant, des Pays de la Loire, portant sur le risque chimique dans le secteur maritime. Là aussi, en 2018, on était vraiment sur des travaux en parallèle et qui sont arrivés à des conclusions tout à fait comparables.
Donc ils avaient mené à l'époque un certain nombre de contrôles dans les entreprises d'armement maritime et ils avaient eu des résultats donc avec un risque globalement ignoré. Vous voyez, pas de liste de produits utilisés, pas de fiche de données de sécurité, pas de notice de poste, pas de pays adaptés parfois, absence d'étiquetage. Enfin bref, ils avaient à travers leurs différentes actions, contrôles, informations, etc., eu des résultats quand même qui allaient dans le même sens que ce que nous, on avait pu observer dans les entreprises maritimes. Et puis, par ailleurs, ils avaient fait aussi un travail dans les coopératives maritimes, où là, alors, notamment Bernard Martin, qui, je l'espère, m'écoute ce matin, depuis Mayotte. Donc Bernard avait été voir dans des coopératives maritimes des Pays de la Loire un peu comment ça se faisait, cette distribution des produits chimiques. Et bon, il avait remarqué un certain nombre de choses qui méritaient d'être éventuellement travaillées, corrigées. Des produits qui sont achalandés sans vraiment de cohérence par rapport à leurs risques, des EPI qui ne sont pas toujours en adéquation avec les produits dangereux, des vendeurs avec des connaissances très variées des risques. Vraiment, ça renvoie à ce que nous, on avait constaté de notre côté, et des directeurs favorables à l'idée de bénéficier d'un accompagnement. Donc, conclusion de l'étude IMP, conclusion des visites de Bernard, qui débouche sur la décision de conduire une action conjointe auprès des coopératives maritimes au départ de la région Pays de la Loire. Avec cette idée sous-jacente qui était qu'on a la nécessité d'améliorer l'information et la formation des marins-pêcheurs. On sait qu'il existe encore une relation commerciale privilégiée entre les marins-pêcheurs et les vendeurs des coopératives maritimes. Et évidemment, cette relation commerciale privilégiée, là, oui, on peut l'utiliser, on pourrait l'utiliser comme un levier de transmission de l'information pour peu que ces vendeurs soient eux-mêmes préalablement sensibilisés. Donc on était bien l'objectif que l'on poursuivait, que ce soit Bernard pour l'adresse ou moi pour l'IMP, c'était une action de prévention du risque chimique qui est à destination des marins-pêcheurs et des exploitants conchylicoles, mais qui cible leurs fournisseurs privilégiés de produits chimiques, à savoir les coopératives maritimes, qu'on va finalement considérer comme des passeurs, des relais du message de prévention. Donc, dans cette optique-là, dans les coopératives maritimes volontaires, on s'appuie sur le volontariat des structures, le but est de susciter et d'accompagner une évolution quant à la manière dont les produits chimiques sont distribués, en agissant sur 3 aspects: niveau de connaissance et qualité du conseil donné par les vendeurs, aménagement des rayons, éventuellement même compléments concernant les EPI disponibles, etc. Voilà, et l'information obligatoire, notamment les FDS, éventuellement les FT, etc. Là encore, c'est une action qui existe depuis 2019. Elle est basée sur des séances à niveau de 3 heures et qui sont à chaque fois basées, elles aussi, sur les produits chimiques qui sont commercialisés dans la structure dans laquelle on fait cette session d'information. D'accord ? L'idée est de permettre d'identifier la destination, de permettre aux vendeurs et aux directeurs, côté directeur, ça marche aussi au féminin, évidemment, directrice ou vendeuse, d'identifier la destination, les risques, les protections recommandées, le mode d'emploi des produits, donc leur permettre d'identifier ça, dans quel document on va chercher, comment c'est structuré, etc. Et d'appréhender les obligations réglementaires qui leur incombent en tant que distributeurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas si clair que ça, toujours. C'est une action qui existe depuis 2019 et qui a fonctionné pendant très longtemps uniquement sur la base de financements qui ont de la DRETS et qui ont été possibles grâce à Bernard. D'abord, entre 2019 et 2021, des financements DRETS, donc Inspection du travail, des Pays de la Loire.
et à partir de 2021 jusqu'à 2023, des financements autres des financements de la DRETS Bretagne. En 2023, c'est une action qui, par ailleurs, a reçu un soutien de la Direction générale des affaires maritimes, donc un financement complémentaire, pour que l'action puisse être diffusée au-delà des régions initiales, à savoir les Pays de la Loire et la Bretagne. Donc cette année, en 2023, j'ai contacté toutes les coopératives maritimes voilà, pour leur proposer cette formation à destination des vendeurs et des directeurs. Et voilà, il y en a donc un certain nombre qui m'ont répondu d'abord et répondu positivement ensuite. Toutes ne l'ont pas fait. Hein. Et bon, bah, du coup, voilà, ça m'a permis d'agir. Par exemple, à Port-en-Bessin, par exemple, voilà, d'autres structures auxquelles je n'avais pas pu aller jusque-là. Donc voilà, un déroulement, vous voyez, qui petit à petit, depuis 2019, s'est étendu géographiquement. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et en cours de route, c'est également une action qui a connu, on va dire, une extension un peu méthodologique, hein, puisque au départ, on était vraiment sur des questions de ce qu'on appelle le niveau 1 avec Bernard Martin. Donc, cette action en 3 heures, là, dont je vous ai parlé, sur rappeler les obligations réglementaires et puis avoir un regard sur les produits chimiques qu'on commercialise, où je trouve l'information pertinente par rapport à telle chose pour ces produits. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de continuer cette action-là en allant vers ce qu'on a appelé du coup un niveau 2, qui était un travail avec directeur vendeur des coopératives maritimes centré sur une obligation réglementaire qui s'appelle la rédaction des notices de poste. D'accord ? Alors c'est parti d'un premier travail qu'on a fait avec une des coopératives maritimes des Pays de la Loire, où on avait rédigé 3 notices tests qu'on avait proposées, et bon, ça avait reçu vraiment un bon accueil de la part de cette coopérative maritime, tout en mettant une limite, hein, qui était que c'est bien ce que vous nous proposez, mais nous, on ne peut pas le faire, parce que on n'a pas la compétence pour faire ça. Vous vous rendez compte, c'est les responsabilités qu'on prendrait, etc., etc. Et du coup, face à cette limite-là, on s'était dit, pourquoi pas proposer une suite à la formation de base, qui serait une formation à la co-rédaction de notices de poste, hein, donc, avec les vendeurs et directeurs des coopératives maritimes. Cette extension méthodologique avait 4 objectifs. Hein. Du côté des coopératives maritimes, c'était l'idée d'améliorer encore le niveau d'information des vendeurs vis-à-vis du risque chimique et des produits qu'ils commercialisent. Parce qu'on se replonge à nouveau dans la documentation, on va chercher l'information pertinente, etc., etc. Et puis, quelque part, l'idée d'augmenter l'acte de vente en rendant un service supplémentaire. D'accord ? Service supplémentaire, c'est donc donner gratuitement une notice de poste qui, par ailleurs, est une obligation réglementaire de l'employé. Et du côté des marins-pêcheurs, l'objectif, c'était, finalement, ils allaient bénéficier d'une information synthétique sur les produits qu'ils utilisent, parce que force est de constater que distribuer les fiches de données de sécurité, c'est obligatoire, c'est très bien, mais bon, les fiches de données de sécurité, c'est quand même des documents qui sont ardus. Donc, si le distributeur peut endosser aussi la distribution de quelque chose de plus synthétique, de plus facile à lire, etc., c'est un bénéfice direct pour les marins-pêcheurs. Et puis permettre aux armateurs de remplir une obligation réglementaire, parce que cette notice de poste, c'est une obligation réglementaire de l'utilisateur, hein, de l'employeur, qui est, bon, soyons honnêtes, hein, jusqu'à présent, globalement ignorée. Donc voilà, on avait un côté, l'expression est tout à fait galvaudée actuellement, mais on avait un côté gagnant-gagnant qui n'était pas inintéressant à essayer d'exploiter. Bilan de cette action auprès des coopératives maritimes, on constate quand même des changements, hein, alors des changements qui sont parfois modestes, hein, dans telle coopérative maritime. Ça va plutôt être simplement un affichage des pictogrammes de danger qui est toujours visible dans le magasin, voilà.
des choses un peu plus ambitieuses dans d'autres coopératives, avec la vente, par exemple, de masques respiratoires à cartouche, alors qu'il n'y en avait pas avant. Donc voilà, hein, on va vers des EPI plus techniques, plus adaptés à certaines situations de travail, certains produits chimiques qu'on commercialise. Encore mieux, la commercialisation de substituts, moins dangereux. Hein, on se rend bien compte que ce qu'on vend là, c'est dangereux. Du coup, en plus, on en vend un autre qui est destiné à rendre le même service, mais qui est moins dangereux. Ok, donc on élargit finalement le choix potentiel pour les clients. Et puis mieux encore, éventuellement, dans certains cas, hein, pour des produits jugés trop dangereux, suivez mon regard, l'arrêt effectivement de la commercialisation. Donc ça nous est arrivé dans quelques structures où finalement la coopérative maritime a décidé que tel produit, c'était vraiment trop dangereux. Effectivement, ils avaient des retours quand même des clients de certains incidents, accidents, etc. Bon, qui laissait penser qu'il fallait vraiment qu'ils arrêtent, parce que sinon, enfin voilà, un jour ou l'autre, ils pourraient avoir des soucis avec ça. Donc voilà, ils ont arrêté. Et puis, c'est très bien comme ça. Ils avaient un substitut de disponible. Maintenant, le produit à utiliser, c'est celui-là, point barre. C'est assez courageux hein, de la part de ces coopératives, parce que certaines peuvent avoir le réflexe de nous dire, mais attendez, si c'est pas moi qui le vends, finalement, c'est un autre. Quoi, hein. Donc, faut quand même pas que je me tire une balle dans le pied en matière de business. Quoi. Voilà. Donc des changements intéressants, vraiment même super intéressants parfois, des limites néanmoins. Alors souvent, si vous voulez, on a eu de très bons retours hein, sur des participants sur ces sessions d'information dans les coopératives maritimes, et vraiment les vendeurs, ils apprennent des choses, et puis et effectivement, ils ont une plus grande sensibilité hein, aux risques là qui sont indiqués sur les étiquettes des produits, etc., etc. Mais au terme de cette formation, à la suite de cette formation, ils ont aussi le sentiment de ne pas réussir à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que leur meilleure connaissance, leur meilleur niveau de conseil, finalement, au niveau des professionnels derrière, ça ne change pas grand-chose. Et bon, parfois, ils en sont un peu déçus. Quoi. Alors, ils se posaient la question de savoir si c'était pas parce que l'un dans l'autre, il manquait aussi d'un... Si vous voulez, c'est des formations de 3 heures, donc on n'en fait pas des éminents chimistes, hein, ils en ont bien conscience, et ils se demandent si parfois ces difficultés qu'ils ont à convaincre leurs clients d'éviter telle situation trop dangereuse, etc., c'est pas parce qu'ils manquent d'un argumentaire assez étoffé pour convaincre. Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'exemples d'accidents, de photos marquantes pour essayer de dire, bon, allez, tu vois, ça peut donner ça, fais gaffe quand même. Voilà. Et puis, autre limite, un relatif échec hein, quand même de l'extension méthodologique dont je vous ai parlé tout à l'heure hein, sur la question des notices de poste. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait super bien marché. En tout cas, les résultats sont en deçà de mes ambitions initiales, parce que je pensais vraiment que c'était quelque chose d'intéressant et de pertinent. Mais bon, voilà. Après ce que j'ai appelé le niveau 1, la première formation de sensibilisation là, des vendeurs, on a du mal à rebondir sur quelque chose d'autre. Pour le moment, voilà, on en est là. Donc voilà, ce que je tenais à vous présenter ce matin sur la question de la prévention du risque chimique dans le domaine maritime. J'espère que vous avez les uns et les autres apprécié cette présentation. Je vous remercie en tout cas de votre attention.